Madame, Monsieur, bonsoir. Le mur de Berlin a symboliquement disparu au cours d'une nuit d'euphorie et même de délire. You know, this wall served as an inspiration for me when we built the barrier to protect Israel from the south. And I said, we need to build a wall, and it has to be built quickly. Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Dites-moi, les murs, faut les construire ou les démolir ? Eh bien pour en savoir plus sur le sujet, je vous propose de déconstruire quelques idées reçues sur les frontières et plus particulièrement sur les frontières fermées. Allez, faites votre sac, on est parti. Pas besoin de faire une étude poussée du comportement humain pour dire que l'homme est un animal territorial. Il investit un espace et le défend contre ses propres congénères. Les animaux passent une grande partie de leur temps à marquer leur territoire, en chantant pour les oiseaux, en criant pour les singes, ou encore en déposant des substances odorantes pour d'autres. L'homme n'échappe pas à la règle. Nous nous approprions des espaces et nous les marquons à notre manière. Ma maison, mon bureau, ma chambre, mon jardin. À l'échelle collective, notre territoire est notre pays, dont la limite est fixée par une frontière. La frontière est une rupture parfois franche entre deux modes d'organisation de l'espace et entre des sociétés souvent différentes. La notion de frontière renvoie donc au domaine du juridique. Voici notre petite planète, et voilà qu'avec les aléas de l'histoire, les conquêtes et les guerres, nous héritons des délimitations territoriales que l'on connaît. Il ne s'agit sur cette carte que des frontières terrestres. Pour en savoir plus sur les frontières maritimes, je vous invite à voir le premier épisode que j'ai réalisé sur la chaîne Mister Geopolitics. Ces frontières ne sont pas éternelles ni figées, elles n'ont fait qu'évoluer au cours de l'histoire et même si on est habitué de voir se tracer sur les cartes aujourd'hui, les frontières bougent et continueront de bouger à l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, 10% des frontières internationales n'existaient pas il y a 25 ans. On estime qu'il y a aujourd'hui 250 000 km de frontières sur Terre, et sur 100% de ces 250 000 km, 84% sont des frontières qui sont dites ouvertes. Ça veut dire qu'il y a une démarcation, des douanes et des douaniers, mais que le passage est tout à fait possible si vous avez les bons documents, votre passeport et un visa si le pays vous en demande un. En revanche, ce qui nous intéresse dans cet épisode, ce sont les 16% restants des frontières fermées. Dans ce cas précis, soit le passage est tout simplement impossible, soit il est illégal et dangereux. Ces frontières fermées sont longues de 40 000 km tout de même, ce qui signifie que si on les mettait bout à bout, on pourrait tout juste faire le tour de la Terre. Non mais vous imaginez si la Terre était réellement coupée en deux par une frontière fermée qui serait interdite de traverser ? Je crois qu'on tient là un bon scénario pour un film de science-fiction. La première des questions à se poser, c'est de savoir comment ces frontières sont fermées. Et globalement, il y a 3 réponses à cela. La Terre est recouverte à 30% de forêts et de jungle. Pas surprenant qu'une frontière puisse tomber au beau milieu de cet espace naturel difficilement franchissable. C'est le cas notamment de la frontière qui sépare la Colombie du Panama. C'est simple, la région est tellement boisée et montagneuse, recouverte de végétation et de torrents, qu'il n'y a tout simplement pas de route entre les deux pays. Donc l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale sont coupées du reste de l'Amérique du Sud par de la jungle. Il n'y a pas de route qui relie ces grands ensembles géographiques. Pour passer d'un pays à l'autre, il est possible de prendre un petit avion ou bien de longer les côtes en bateau. Enfin ça bien évidemment, c'est la version officielle du passage des frontières. En regardant de plus près et en fouillant un peu sur internet, on découvre que la cime des arbres cache quelques chemins de 4x4, sinueux et boueux, empruntés par des passeurs pour guider des migrants vers le nord, et très utile aussi pour la contrebande et le narcotrafic. L'avantage de ce lieu si difficilement accessible, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on n'est pas trop dérangé. Et ça, certaines guérillas l'ont bien compris, en dressant des campements le long de ces routes frontalières, pour s'y réfugier. Je parle bien évidemment des forces armées révolutionnaires de Colombie, généralement appelées les FARC. Même problème de passage de frontières, mais dans un environnement différent. 35% des terres émergées de la planète sont recouvertes de déserts, polaires et tropicaux. Alors pour tenter de passer la frontière qui tomberait pile à cet endroit-là, je vous souhaite bon courage pour la traverser. C'est le cas à certains endroits de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et enfin, dernier obstacle naturel qui empêche un passage aisé au niveau des frontières terrestres, les chaînes de montagnes. C'est le cas entre le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. Lorsque les frontières sont fermées par des obstacles naturels ou qu'il y a une volonté politique de ne pas relier ces territoires, on parle de marches. Et je vous les ai représentés sur cette carte, en orange. Viennent ensuite les lignes de front, à savoir des frontières contestées par des forces armées qui s'opposent pour occuper le territoire.
Dans les faits, il peut s'agir de périodes de tension sans conflit ouvert, mais parfois ponctuées de pics de violence et d'affrontements. Juridiquement, la Corée du Nord et du Sud sont toujours en guerre, puisqu'aucun traité de paix n'a été signé entre les deux pays. Les relations sont tendues et ponctuellement on assiste à des pics de violence. Ça frôle souvent la démonstration de force et l'intimidation, mais ce conflit fratricide a tout de même fait des centaines de victimes depuis les années 50. Plus à l'est, le Cachemire est le théâtre de violences régulières car plusieurs pays se disputent la région. Le passage de la frontière est donc tout bonnement impossible. Et enfin, vous l'attendiez, les frontières peuvent être fermées car on y trouve un mur ou une clôture. Je vous propose à présent de nous intéresser à ces murs qui séparent des pays. Pourquoi on les construit? Est-ce qu'il y en a plus qu'hier? Où on les trouve? Et surtout, est-ce que c'est efficace? Il semblerait bien que construire des murs soit dans nos gènes et que ce soit notre premier réflexe pour se protéger d'un mal venant de l'extérieur. On dressait des palissades en bois autour des oppodiums gaulois, tout comme on construisait des remparts autour des châteaux forts et des grandes villes. Parmi les murs qui ont le plus marqué l'histoire, on retrouve le mur d'Adrien et le mur d'Antonin au Royaume-Uni. Il y a bien sûr la Grande Muraille de Chine, des héritages de la Reconquista en Espagne lorsque les rois catholiques cherchaient à récupérer leur ancien royaume aux mains des musulmans, la ligne Maginot en France durant la Seconde Guerre mondiale, le fameux mur de Berlin pendant la guerre froide et enfin les murs de la paix entre les quartiers catholiques et protestants à Belfast au nord de l'Irlande. Alors qu'on comptait moins de 5 murs de ce type dans les années 1950, on est monté à 17 fin 1980. La chute du mur de Berlin a été tellement symbolique en Europe et avec l'apparition progressive de la mondialisation, on était persuadé qu'aucun mur ne verrait plus jamais le jour dans le monde. Si seulement ça avait pu être le cas. Les murs ont continué à être construits, d'où une légère augmentation jusque dans les années 2000. Mais l'actualité internationale semble se précipiter dès le lendemain du 11 septembre, et le monde part dans une course folle de construction de murs, jusqu'à arriver au total de 65 murs en 2016, un record historique. Concrètement, les 3/4 des murs ont été construits ces 20 dernières années. Mais justement, quelles sont les raisons pour lesquelles on construit ces murs? Premièrement, car ça permet de figer et d'imposer une frontière lors d'un différend territorial. On a vu que les tensions au Cachemire et en Corée ont transformé les frontières en lignes de front. Les conflits se sont enlisés car aucun accord n'a été trouvé et peu à peu, les murs ont remplacé les clôtures qui délimitaient les avancées de chacun lors de ce conflit. Voilà 68 ans que la région du Cachemire connaît des troubles liés à la délimitation des frontières. Le mur sert depuis de statu quo. En Corée, même scénario depuis 62 ans. Alors qu'entre Chypre et la Turquie, le conflit frontalier dure depuis 42 ans et a laissé place à l'apparition d'un mur nommé la ligne verte. Deuxièmement, une des raisons citées pour construire un mur et qui est très chère à notre bon vieux Donald Trump est celle de la lutte contre l'immigration clandestine. J'étais obligé de commencer cette partie par la frontière la plus traversée au monde, celle entre les USA et le Mexique. Avec un mur long de 1050 km, soit un tiers de la frontière totale, l'objectif de cette barrière était multiple. Mais l'argument principalement avancé était celui de l'immigration. Selon certains sondages, 53% de la population américaine était opposée à la construction d'un mur, alors qu'à certains endroits, des sites de collecte de fonds sont disponibles en ligne pour que vous aidiez à financer la construction des barrières. Le PIB des États-Unis étant 6 fois supérieur à celui du Mexique, on peut comprendre que la frontière soit une véritable cassure économique et que les États-Unis soient attractifs et qu'ils fassent des envieux. Petit aparté tout de même concernant l'émigration entre le Mexique et les États-Unis. On pense toujours qu'il y a une course folle vers les États-Unis et qu'ils continuent d'attirer toujours plus de migrants, et notamment clandestins. Alors que les migrants ont baissé de 57% entre 2003 et 2012, et qu'entre 2005 et 2010, il y avait plus de Mexicains qui quittaient le pays qu'il n'y en avait qui rentraient. Et ce notamment car le Mexique a fait de grandes avancées, mais aussi parce que l'économie américaine s'est détériorée. Et ouais, on pense toujours que les mouvements de migration se font dans un seul sens, et qu'ils sont toujours définitifs. On en reparlera dans la dernière partie. Et comment parler des murs dressés contre l'immigration illégale sans évoquer ceux construits autour des enclaves espagnoles au Maroc, à Ceuta et Melilla. Concernant la cassure économique entre le Maroc et ses enclaves, qui sont la porte de l'entrée de l'Europe et de l'espace Schengen, on y observe un différentiel de PIB de 1 pour 16. Alors évidemment, on comprend que ça attire des convoitises et que ça donne envie de prendre le risque de franchir le mur. Cette photo à Melilla a fait le tour du monde dans la presse. Plus récemment, la Hongrie a construit une barrière de 523 km le long de ses frontières avec la Croatie et la Serbie, suite à la crise des réfugiés liée au conflit syrien. Et on peut également citer la clôture de 810 km construite par le Botswana pour tenter de contenir une migration massive en provenance du Zimbabwe.
Il arrive que certains pays donnent comme raison la lutte contre le terrorisme et la contrebande pour justifier la construction d'un mur. L'Inde a ainsi construit la plus grande barrière du monde avec un mur alterné de clôtures sur 3200 km, soit presque l'intégralité de sa frontière avec le Bangladesh. L'islam est la religion principale au Bangladesh, et suite à d'anciennes tensions entre hindous et musulmans, les politiques indiens jouent souvent sur la carte du différend religieux pour justifier la présence du mur. À savoir que l'Inde a subi plusieurs attaques terroristes en 1993, en 2001 et en 2003, revendiquées par des groupes extrémistes musulmans. Mais les tensions sont parfois plus subtiles, comme par exemple le fait que les musulmans abattent des vaches dans des boucheries musulmanes, alors que cet animal est considéré comme sacré par les hindous. Bref, les différences religieuses et les attentats sont des arguments avancés pour justifier le mur. Et enfin, entre l'Iran et le Pakistan, c'est pour lutter contre les trafics de drogue et la contrebande que les deux pays ont trouvé un accord concernant la construction de ce mur de 900 km de long. Attention, à présent, on rentre dans la sphère du politique, puisqu'il s'avère que construire un mur est une solution efficace pour pérenniser une occupation. Le sujet est sensible et il déchaîne facilement les passions, donc on y va mollo dans les commentaires, je me garde le droit de modérer des propos pas très constructifs. Suite à la Seconde Guerre mondiale, on assiste peu à peu à une décolonisation des pays africains, occupés par les puissances européennes. L'Espagne quitte le territoire du Sahara occidental en 1975, et sans rentrer dans les complexités des relations entre les pays voisins à ce moment-là, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, et sans rentrer dans les complexités du droit international, il se trouve que le Sahara occidental a d'abord été partagé entre le Maroc et la Mauritanie, les Algériens et les populations sahraouies n'ayant pas été consultés. Bien évidemment, vous le sentez venir, ça mène à un conflit, il y a eu d'autres rebondissements et la Mauritanie cède son territoire du Sahara occidental aux populations sahraouies. Le Maroc continue de chercher à agrandir son territoire et commence quelques années plus tard la construction d'un mur de 2720 km, dénommé le mur de sable. Allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, 80% du territoire est occupé par le Maroc, qui clame sa légitimité, et de l'autre côté du mur, les 20% du territoire restant sont tenus par la République sahraoui, dont une grande partie de la population a fui les conflits, en vivant dans des camps de réfugiés en Algérie. L'annexion du territoire par le Maroc n'est pas reconnue par la communauté internationale. Cette tension houleuse crée de véritables clashs diplomatiques, au Maghreb et au sein de l'Union africaine. Le sujet est très tabou au Maroc, et rien que d'évoquer le nom de Sahara occidental au lieu de Maroc, pour parler de la région, peut vous causer de graves ennuis. Le mur est gardé par environ 100 000 soldats marocains avec de l'artillerie, des champs de mines et des radars. Je vous avais prévenu que c'était sensible comme sujet et surtout très politique. Et attendez, je vous ai pas encore tout dit. Il semblerait même que pour construire le mur, le Maroc ait reçu une aide technique de la part d'Israël. Et c'est reparti pour une guerre atomique dans les commentaires. Je vous laisse en compagnie de Dave d'Histoire Brève si vous voulez retracer l'histoire du conflit israélo-palestinien, il le fera bien mieux que moi. Vous n'êtes pas sans savoir que la notion de frontière dans la région est assez délicate, et qu'Israël a érigé des portions de murs qui représentent un total de 700 km de long pour 8 mètres de haut, soit 2 fois la hauteur du mur de Berlin. Alors qu'Israël et son armée insistent pour dire qu'il s'agit d'une barrière de sécurité pour les protéger d'éventuels attentats, les Palestiniens, eux, rappellent que le mur est illégal aux yeux de la Cour de justice internationale, et que 85% du mur a été construit non pas le long de la frontière, mais directement chez eux dans les territoires palestiniens. Mur de sécurité versus mur de la honte. J'imagine qu'avec tout ce qu'on vient de voir depuis le début de l'épisode, vous commencez déjà à dégager les conséquences des murs et leurs impacts positifs et négatifs. Étudier la géopolitique des murs à l'échelle mondiale est très intéressant, mais pour mieux se rendre compte à quel point un mur peut impacter la vie des gens qui vivent autour, rien de mieux que d'aller sur place. J'ai eu l'occasion de filmer certaines portions du mur en Israël et Palestine. Du coup, je vous emmène avec moi. Essayez dans cette séquence d'énumérer par vous-même les conséquences du mur. On en reparle ensemble juste après. And when the wall has been built, Yeah. when? When? Yeah, 7 years. 7 years ago. 7 years. Is it safe to walk? No, no. No safe? Very, Gas? gas, very, very gas.
Tous les exemples de murs et de barrières naturelles que j'ai cités depuis le début de cet épisode sont présentés sur cette carte. Mais la liste est loin d'être complète. En rouge, je vous rajoute tous les murs construits avant 2010. En bleu, je vous rajoute les murs qui sont construits entre 2010 et aujourd'hui. Et enfin, en jaune, je vous rajoute les murs dont la construction a tout juste été annoncée. Pour une planète soi-disant mondialisée, je trouve qu'au niveau humain, on a plutôt tendance à l'emmurer. Alors, on a vu comment les frontières étaient fermées, on a vu pourquoi on construisait des murs, on a vu l'augmentation galopante de leur construction, on a vu où ils se situaient à travers le monde, mais on ne s'est même pas posé la question de savoir si ça servait à quelque chose. Je vous propose de conclure là-dessus. Et globalement, les impacts négatifs sont écrasants par rapport aux impacts positifs. Construire un mur de plusieurs centaines de kilomètres coûte juste horriblement cher. Le mur le plus long du monde entre l'Inde et le Bangladesh n'est pas le plus élaboré ni le plus avancé techniquement, mais il a quand même coûté 4 milliards de dollars, juste pour sa construction. Ça ne prend pas en compte les frais de centaines de milliers de soldats et de gardes frontières qui vont patrouiller pour les années à venir. Aussi, avant qu'un mur ne soit construit, il y a des échanges, des rencontres, des gens qui dorment à l'hôtel et qui mangent au restaurant le long de cette frontière. Une fois le mur construit, l'économie locale s'écroule et crée des zones désertes de no man's land le long des murs, ce qui appauvrit la population. Construire un mur provoque une logique de transgression. Il ne règle pas le problème, il le déplace. Le mur est un obstacle, très bien, je vais trouver un moyen de le passer d'une manière ou d'une autre. Ça a toujours été le cas, on a des exemples assez spectaculaires pendant le mur de Berlin, notamment ces deux hommes qui ont passé le mur en créant une tyrolienne à l'aide d'un arc. Aujourd'hui, le long du mur entre les États-Unis et le Mexique, les policiers ont découvert plus de 150 tunnels. Si franchir le mur est interdit et qu'il y a une demande de la part des habitants pour le franchir, vous pouvez être sûr à 100% que quelqu'un monnayera ses services pour les faire passer, allant souvent jusqu'à exploiter la détresse de ces gens pour leur faire payer le prix fort. Construire un mur attire donc les mafias. Face à l'illégalité de leur activité, les passeurs sont alors dans une logique de maximisation de leurs profits, laissant parfois les migrants seuls face à leur propre destin, une fois qu'ils disent avoir fourni leur part du marché. Les murs semblent aussi être à première vue une manière efficace de stopper les trafics de drogue. Mais mettre un obstacle de ce type sur leur route ne va pas faire grand-chose. La demande étant si forte, l'activité reste très lucrative, et ils semblent être les plus créatifs pour continuer à faire passer leur paquet coûte que coûte. Dans des go-fast nocturnes qui n'aboutissent pas toujours comme c'est le cas ici, avec des trébuchets faits maison, dans des canettes projetées par-dessus le mur par un canon à air comprimé, cachées dans des poissons congelés ou dans des objets religieux, par voie aérienne avec des drones parfois trop chargés, par voie maritime avec des sous-marins directement sortis d'un livre de Jules Verne ou bien des entrepôts d'un vendeur d'armes. On note même des cas où les sous-marins sont tellement performants qu'ils peuvent relier les forêts de Colombie directement aux planques américaines sans attirer l'œil des autorités. Bref, avec tout ça, le mur a-t-il une utilité ? On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il y a des migrations, on a souvent tendance à croire que construire un mur va réduire le nombre de migrants, et que de ne pas en construire, au contraire, va les faire fortement augmenter. Alors oui, construire un mur va sûrement en décourager certains, mais en ne pensant qu'à ces deux éventualités, on oublie qu'un grand nombre de migrants viennent seuls, laissant la famille au pays, et ils sont alors dans l'optique de rester temporairement, le temps de mettre de l'argent de côté, puis de rentrer chez eux. Certains même faisant des allers-retours réguliers, 6 mois dans le pays, 6 mois chez eux. Les flux de migration ne sont pas unilatéraux et ne sont pas définitifs. Or, construire un mur à la frontière, c'est rajouter une difficulté sur la route de ces personnes, et qui, par peur de ne pas pouvoir re-rentrer dans le pays, décident tout simplement de ne plus le quitter. Donc au lieu de les empêcher de rentrer, vous les empêchez de sortir. Plutôt surprenant pour des personnes qui voulaient se protéger des migrants. Avec les images que vous avez vues sur le terrain, c'est assez flagrant. Le mur est le symbole de la séparation. Il provoque une déchirure et des souffrances. C'est donc là qu'ont lieu les affrontements et les confrontations. Plus subtil, on peut aussi dire qu'un mur a deux faces, deux pans qui créent deux camps. Les positions de chacun se cristallisent et ça crée une dualité dans les relations. Chacun des deux camps n'attend qu'une seule chose de vous, savoir si vous êtes avec eux ou contre eux, comme si une troisième vision n'était pas possible. Regardez comme il est dur de parler d'Israël et la Palestine sans que tout de suite les gens ne prennent part pour l'un ou l'autre. Sacré problème pour la diplomatie dont le rôle est justement d'amener les discussions sur un terrain d'entente, en sortant les deux camps de leur position initiale. Enfin, venons-en au positif, et vous risquez pourtant d'être déçus car le mur bénéficie le plus à l'homme politique qui entreprend la construction du mur. Généralement, lorsqu'une part de la population se sent agressée par la venue de migrants, que la population craint une perte de ses valeurs et de perdre son emploi, elle est très vite rassurée lorsqu'on lui annonce la construction d'un mur à la frontière, qui donne automatiquement un élan de popularité à l'homme qui l'a annoncé. L'annonce de la création d'un mur peut être très rassurante pour certains, et c'est compréhensible. Psychologiquement, ça rajoute de la sécurité.
Malheureusement, avec tout ce qu'on vient de voir, il semblerait que ça tienne plus du calcul politique que de la recherche de la meilleure solution possible. Le mur permet aussi de canaliser les flux, et en cela ça donne un certain contrôle. Mais dans les faits, ça débouche plus sur la création de goulots d'étranglement qui génèrent à leur tour des débordements, et donc des répressions violentes pour tenter de contenir les flux. Donc c'est à moitié positif comme conséquence. Et enfin, un mur peut réduire l'entrée des migrants dans certains cas. Par exemple, si vous êtes un pays de transit qui est situé sur le chemin entre le pays de départ et le pays d'arrivée des migrants, en mettant un mur, vous pouvez éventuellement faire dévier la route de ces personnes, en les obligeant à passer par un autre pays pour arriver à leur destination. Le monde n'a jamais autant bougé, les populations n'ont jamais été autant mélangées qu'aujourd'hui. Du coup, c'est normal que ça mène à certains problèmes identitaires. On l'a vu, l'augmentation de la mondialisation allait de pair avec l'augmentation des murs. Faut croire qu'au fur et à mesure du temps, on a toujours cherché psychologiquement à mettre une barrière entre le « nous » et le « eux » pour pouvoir mieux nous définir. Nous, Français, eux, Marocains, eux, Italiens, eux, Japonais. Du coup, c'est peut-être normal qu'on ait toujours ce réflexe de vouloir absolument symboliser cette barrière, souvent à l'aide d'un mur, pour pouvoir mieux nous définir et pouvoir mieux protéger notre identité. Pourtant, lorsqu'une crise migratoire éclate, tous les spécialistes du monde sont unanimes. Pour les pays qui sont touchés par l'arrivée des migrants, ils ont tout à gagner à aider à résoudre le conflit directement à la source, plutôt que de chercher à s'emmurer pour se protéger. Et pourtant, au fur et à mesure du temps, on continue encore et encore à faire les mauvais choix. Du coup, je me demande parfois si tout simplement, le mur, il est pas dans nos têtes. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux et à me donner vos retours sur le sujet. Si vous voulez aller plus loin sur le thème des frontières, jetez un œil aux épisodes de Parlons Histoire, avec notamment celui sur 5 frontières étonnantes. Allez, à très vite les aventuriers.